Bonjour à tous, vous qui êtes derrière vos écrans, et bienvenue pour le lancement du prix littéraire Frontières Léonora Miano. Nous vous accueillons ici à l'espace Bernard-Marie Coltès, qui est le théâtre de l'Université de Lorraine à Metz. Et nous sommes en direct avec Léonora Miano depuis le Togo. Léonora, vous êtes avec nous ? Bonjour Grégory, oui je suis avec vous et ravi d'être là. Ravi. Avec un écart thermique, je crois, entre nous. Nous, ici à Metz, il y a On peut dire. Une pluie hivernale. Et le climat sous les tropiques doit être bien plus agréable. Il fait presque 30 degrés. Nous allons parler de différentes frontières, je crois, ici. Et nous sommes particulièrement fiers de lancer ce prix littéraire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un événement culturel. Et la culture souffre beaucoup en ce moment, en ce temps de crise sanitaire. Nous avons voulu quand même faire cet événement, autant en présence que possible. Alors ici, tout le monde respecte les gestes barrières, autant nous ici devant la caméra que les collègues sont derrière la caméra. Mais il faut que nous nous retrouvions autour de ces éléments culturels. La deuxième raison, c'est que c'est le premier prix littéraire sur les frontières. Les frontières qui sont ces lignes aussi évidentes que quand on les voit sur les cartes, ces lignes sur lesquelles on bute quand on cherche à les traverser, ces lignes qui signifient le brassage, la rencontre et dont la littérature se fait un si formidable écho. La troisième raison, c'est que ce prix littéraire est porté par deux laboratoires, le LOTER, Centre de recherche en géographie, et le CREM, Centre de recherche sur les médiations, c'est-à-dire que d'emblée, nous considérons l'intérêt de voir le vécu et la pratique des frontières, mais aussi la façon de les imaginer et de se les représenter. Et enfin, la quatrième raison, c'est que le prix est délibérément international et transfrontalier. Derrière l'Université de Lorraine, il y a les universités de la grande région, des 4 pays, Belgique, Luxembourg, Allemagne et nous, France. Et donc c'est vraiment un regard transfrontalier sur les frontières. En effet, de la ligne imaginaire à l'espace social, la littérature contemporaine rend visible les discontinuités, les effets de seuil, les ruptures, mais aussi la perméabilité des limites spatiales et politiques produites par les sociétés humaines. Au cœur de cet espace multiculturel et transfrontalier, l'enjeu est donc de rendre visibles les interstices entre la recherche scientifique, la création littéraire, grâce à ces narrations des territoires qui obligent à repenser, en termes d'échelle et d'espace, la diversité et le vivre ensemble. Voici le programme qui nous attend. Une rencontre inédite avec l'ambassadrice du prix littéraire qui va nous offrir un aperçu original de son esthétique frontalière. En tant qu'écrivaine camerounaise d'expression francophone, Léonora Miano a élaboré une œuvre dense et profonde, travaillée par une poétique hybride, empruntée aux variations musicales métissées du jazz. En somme, de subtiles créations traversées par des motifs récurrents qui ne cessent d'interroger la langue. Je la cite, « Écrire non pas pour dire ce que l'on sait, mais pour tenter de savoir quelque chose. » Telle est sa conviction littéraire. Ensuite, vous découvrirez le comité de sélection et les 20 membres du jury. Enfin, nous dévoilerons les 10 ouvrages sélectionnés pour le prix. Mais avant tout, Pierre Mutsenart, président de l'Université de Lorraine, et Frédéric Zendel, secrétaire général de l'Université de la Grande Région, souhaitent vous dire quelques mots. L'Université de Lorraine et l'Université de la Grande Région organisent cette année la première édition du prix littéraire Frontières Léonora Miano. Ce prix littéraire récompensera le meilleur roman publié en 2020 abordant la thématique des frontières. 2 laboratoires de recherche sont à l'origine de cette initiative universitaire inédite, croisant ainsi géographie et littérature, recherche scientifique et création artistique. Nous avons choisi Léonora Miano comme ambassadrice de ce prix littéraire car elle consacre son œuvre à des questions universelles comme celle de l'identité, de la place de l'Afrique dans le monde, de la colonisation et des frontières. Dans son essai « Habiter la frontière », Léonora Miano dit que les peuples se sont rencontrés, quelquefois dans la violence, la haine, le mépris, et qu'en dépit de cela, ils ont enfanté du sens.
La traversée de frontières peut aussi être une expérience positive et créatrice de connaissances, riche sujet pour notre recherche universitaire. L'ambition de ce prix est d'offrir un nouveau regard sur les frontières. Son organisation, ici dans la grande région, s'explique par la singularité géographique de notre région à la croisée des frontières entre la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que par le projet commun aux 6 universités membres de l'Université de la Grande Région autour des études sur les frontières. Le prix Leonora Miano est une récompense décernée aux autrices et auteurs qui, par leur production littéraire, participent dans le monde à une réflexion sur les limites séparant les entités territoriales, qu'elles soient réelles, symboliques ou imaginaires. Le jury désignera le vainqueur lors du Festival Littérature et Journalisme à Metz, le 17 avril 2021. En attendant, faisons connaissance avec Leonora Miano, découvrons le jury de la première édition de ce prix et les 10 ouvrages sélectionnés. Alors une petite précision, ce n'est pas le 17 avril, comme cela vient d'être dit, mais le 19 juin. La crise sanitaire est passée par là, le festival, le livre à Metz, littérature et journalisme a été décalé à la mi-juin. Donc ce sera à la mi-juin qu'on aura le plaisir de remettre ce prix. Pour peut-être revenir aussi, Léonora, sur votre production, votre œuvre, en dehors de laisser habiter la frontière, que le président vient de mentionner, vous êtes aussi lauréate du prix Seligman 2012, le prix Seligman qui est ce prix consacré à la lutte contre le racisme pour votre ouvrage « Écrit pour la parole ». Vous êtes aussi lauréate du prix Goncourt des lycéens 2006 pour « Les contours du jour qui vient », le livre que j'ai adoré, et lauréate, enfin les autres aussi, lauréate du prix Femina 2013 pour La saison de l'ombre. En 2020, vous nous avez proposé l'essai Afropéa, donc cette contraction de Afrique et Européa, pour évoquer cette culture très particulière des Afro-descendants, des Européens d'origine subsaharienne qui construisent leur identité entre racines africaines, regard de l'autre, quotidien à l'occidental. Quand on parle des frontières, finalement, c'est vrai, l'identité n'est jamais bien loin. Et maintenant, Léonora, sans plus tarder, nous vous laissons la parole. C'est à vous. Et merci Grégory de me laisser la parole. Alors, je ris doucement parce qu'il me semble que je ne suis pas exactement dans l'approche proposée de la frontière, ce que je viens d'entendre. Mais peut-être qu'à la fin de ma conférence, on l'aura quand même un petit peu retrouvé et qu'on aura élargi nos imaginaires de la frontière et qu'on pourra même peut-être parler en littérature plutôt d'esthétique de la frontière. Alors, d'habitude, je choisis les intitulés de mes conférences. Ce n'est pas exactement le cas aujourd'hui, donc je vais m'approprier le titre qui m'a été proposé, qui est « De l'espace à la littérature, explorer les frontières », pour réfléchir plutôt à partir de la notion de géographie, qu'elle soit intime ou physique, et pour subvertir quelque peu l'idée de frontières, plutôt que, peut-être explorer ces dernières. Alors, cette approche est guidée par ma pratique d'auteur, qui, me semble-t-il, est un peu à l'honneur aujourd'hui, donc j'en profite. Alors, pourquoi parler de géographie au pluriel plutôt que d'espace au singulier? Pour nous ramener à une dimension plus immédiatement humaine, qui tienne compte du territoire inaugural et de la première frontière que nous connaissions tous. Il s'agit du corps, de nos corps, que nous habitons avant de comprendre qu'ils logent eux-mêmes dans un environnement plus vaste, dont ils sont un des multiples éléments. Et ces corps ont une frontière, la peau. Distinguant les unes des autres nos individualités, nos territoires personnels donc, la peau est une démarcation de nature particulière. Elle nous sépare des autres, qui ne peuvent habiter notre corps, mais dont le contact est nécessaire à son épanouissement, à sa connaissance de lui-même, à sa prise de conscience de sa place dans le monde. La ligne de nos épidermes est aussi celle qu'il faudra franchir pour envahir nos corps, les posséder de force, les brutaliser pour atteindre notre esprit et nous soumettre. Ce qui aura été vécu à travers la peau marquera la psyché au point
parfois de déjouer toute tentative d'énonciation. On ne pourra dire la chose, on l'éprouvera toujours. Le corps en conservera la mémoire. Cette approche d'emblée sensible des idées de territoire et de frontières permet de saisir l'usage qui peut en être fait dans le texte littéraire. Loger malgré nous dans des corps que nous n'avons pas choisis, mais sans lesquels nous n'existons pas, et dont les divers états peuvent gouverner notre esprit, nous mettons constamment à l'épreuve la frontière de la peau pour connaître le monde, le vivant, sous toutes ses formes. L'altérité existe bel et bien, elle impose même sa permanence, mais il nous faut aller au-devant d'elle avec une égale constance afin de croître en humanité, de nous savoir humains. C'est ici que la vision de frontières comme clôture, comme rupture, montre son inanité et se trouve subvertie. Pardon, j'ai plein de papier. Il faut que la frontière existe pour que l'on s'identifie en tant qu'être ou groupe singulier. Mais il importe aussi de toucher l'autre pour que cette identification fasse sens. Pour nombre de peuples subsahariens précoloniaux, la frontière délimitant leur territoire pour marquer le début de pays étrangers n'était pas un lieu de séparation en tant que tel, mais l'endroit de la rencontre, du contact, de l'échange. Pour certains d'entre eux, peut-être pas les plus nombreux, mais parlons de cela. La guerre elle-même n'était pas un conflit sanglant, mais une série de danses, de jeux d'adresse exécutés face à l'adversaire, qui n'était donc pas un ennemi. Et la victoire ne s'évaluait pas en nombre de victimes. Celles et ceux parmi vous qui ont vu, j'adore cette série, j'en parle souvent, la série Shaka Zulu, une série des années 80 qui relate le parcours du conquérant Zoulou qui fit de sa petite tribu un royaume mondialement connu. Eh bien, ceux qui l'ont vu se souviennent de ces lances qui n'atteignaient jamais leur cible car il ne s'agissait pas de tuer. Alors, je ne prétends pas que la société Zoulou n'ait rien connu du meurtre, par exemple, mais je parle de la guerre. Bien évidemment, cette pratique des anciens Zoulous, ceux d'avant Shaka, le conquérant, n'est pas à confondre avec l'esprit chevaleresque en apparence du comte d'Anterroche lors de la bataille de Fontenoy, le 11 mai 1745. Lorsque l'aristocrate français lança sa formule fameuse « Messieurs les Anglais, tirez les premiers », il pensait probablement faire preuve d'habileté, pousser ainsi les Anglais à épuiser leurs munitions. Alors, il existe plusieurs versions de cette histoire sur laquelle je ne m'attarderai pas. Ce qui est certain, c'est qu'en dépit de la courtoisie, on était venu pour risquer de mourir et pour donner la mort. Chez les Zoulous, avant l'avènement du turbulent règne de Shaka, il y avait bien sûr des guerriers, des généraux, mais la mise à mort n'entrait pas dans leur mission. La frontière, devenue champ de bataille, plus rituel que militaire, était le lieu de la monstration à l'autre d'une puissance non létale, d'une valorisation de soi qui n'aurait pu se réaliser sans le regard, sans la présence de l'autre. Dans ces conditions, comment envisager sa mort sans disparaître soi-même ? Alors, devons à l'honnêteté de préciser que, évidemment, Shaka, qui est un conquérant comme l'histoire en a semé sur tous les continents, a résolu la question que je viens de poser à la manière des conquérants, c'est-à-dire en soumettant ses voisins et ce qu'il était devenu, les frontières étant sans cesse repoussées à mesure que se poursuivait l'expansion du royaume Zoulou. D'ailleurs, il pourrait être intéressant d'explorer cet aspect de la relation entre les peuples, puisque conquérir, qu'on le veuille ou non, c'est incorporer l'autre en soi. Certes, on investit son corps, on se l'approprie, mais on l'invite aussi à loger dans le nôtre. C'est d'ailleurs un des problèmes qui se posent à la France de notre temps, d'avoir, par ses conquêtes, altéré son être.
Alors, ce sera peut-être le thème d'une autre conférence. Parenthèse fermée. Donc, il serait sans doute possible de réhabiliter la vision des choses qu'eurent les anciens Zoulous, de faire de nos frontières un endroit dédié à la reconnaissance des uns par les autres, plus qu'au refoulement. La littérature est l'outil par excellence où se traduit cette possibilité, puisque, travaillant avant tout sur la condition humaine, elle pose l'humanité comme première et les différents lieux géographiques qu'elle habite comme secondaires. Si le texte littéraire est toujours situé, y compris dans un temps et un espace imaginaire, voire innommé, c'est par sa capacité à transcender ses limites qu'il acquiert son universalité, sa valeur pour tous. Un grand roman est celui qui, quel que soit le lieu depuis lequel il s'énonce et qu'il met en scène, permet au lecteur de se reconnaître. On aime à prétendre le contraire, mais les livres ne parlent pas tant des géographies physiques qui leur servent de décor que d'une expérience humaine commune au peuple. Depuis qu'il s'écrit de la fiction littéraire, peu de sujets nouveaux sont apparus. Il s'agit toujours de thématiques liées aux sentiments humains les plus archaïques. Le grec arché qui nous donne cette épithète renvoie au début, au commencement, à ce qui est premier. La littérature, qui se donne tous les décors possibles pour divertir ses lecteurs, parfaire son imitation du réel et rendre plus audibles ses accents de vérité, ne cesse de révéler ce qui réside sous la peau des humains. Et cela, tous le connaissent. Si le sentiment amoureux s'exprime différemment selon les codes culturels, il est connu de tous. Si la trahison est sanctionnée de manière différente selon les civilisations, elle est connue de tous. La littérature franchit donc les frontières spatiales avant même d'être traduite et rendue accessible dans des langues autres que celles de l'auteur. C'est bien parce qu'elle opère un peu à la manière du corps, territoire initial et particulier, avec sa frontière sensorielle qui réclame le contact, que la littérature se joue des frontières politiques et réfute l'idée d'une altérité radicale, contrariant toute possibilité de reconnaissance. S'il en était autrement, les œuvres d'écrivains étrangers, souvent très distants en ce qui concerne l'espace, ne présenteraient d'intérêt que pour les anthropologues. D'où qu'ils s'écrivent, le texte littéraire est une métonymie du monde et de l'humanité qu'à son échelle, il comprend dans leur intégralité. Si la fréquentation d'autres univers, d'autres vies que les nôtres suscite notre curiosité, c'est parce qu'ils nous sont familiers que nous y accédons. Un autre pays est toujours une terre. Le nom de ces arbres est nouveau, mais avec leur feuillage, leurs troncs, ils sont frères de ceux qui peuplent nos régions. Un autre ciel est néanmoins le même, bien que sous une latitude distincte. Et c'est un seul soleil qui illumine nos jours et les réchauffe à sa guise. Les corps des personnages, si la peau qui les recouvre est d'une autre couleur, éprouvent les brûlures, engourdissements, sensations de faim ou appétit sexuel auxquels sont en proie les nôtres. C'est nous-mêmes que nous cherchons et trouvons sous d'autres oripeaux. Nous encore, qu'il nous plaît de mettre à distance par une focalisation parfois malheureuse sur des traits culturels exotiques. Rien d'humain ne nous est étranger, et les textes s'appuient sur ce que nous avons en partage afin de nous émouvoir, de nous ébranler, de nous donner à penser. Les mauvais lecteurs, n'accédant pas à cette vérité, sont persuadés qu'il existe par exemple une littérature africaine évoquant des sujets eux aussi africains. C'est une erreur.
Seuls le décor et les codes culturels sont tels. Les sentiments humains, quant à eux, qui sont le propos véritable du texte, sont universels. Les faits d'histoire eux-mêmes, sous leur forme initiale que l'on pourrait dire aussi primaire, sont notre patrimoine commun. Certaines disciplines le savent bien, qui découvrent sur tous les continents les traces les plus anciennes du vécu humain, le souvenir de nos commencements. Pour ne pas perdre cela de vue, la peau du lecteur doit être restée cette frontière originelle qui permet de prendre conscience de sa singularité en même temps que l'on découvre sa ressemblance avec l'autre et donc le miroir qu'il nous tend. Si nous avions atteint ce degré de compréhension de nous-mêmes, les œuvres littéraires ne seraient pas classées selon leur provenance, mais selon l'esthétique des auteurs. Et l'écrivain étant d'abord un lecteur, il serait alors aisé de découvrir, chez un Togolais par exemple, l'influence de pères littéraires russes ou argentins. Une inscription dans la filiation de ces auteurs. Les piètres lecteurs de mes romans viennent y chercher l'Afrique, espérant la décrypter, peut-être la dompter. Là aussi, on se trompe. L'écrivain, circonscrit à sa peau, donc à son individualité, ne peut offrir que ses obsessions, ses angoisses, ses interrogations, sa compréhension et son interprétation des situations. Il n'y a d'Afrique dans mes romans qu'en tant qu'elle constitue le corps, ce territoire premier qui ne se suffit pas à lui-même pour comprendre ce qu'il est. Il n'y a d'Afrique dans mes romans que comme véhicule servant à explorer la condition humaine. Leur conférant des traits subsahariens, c'est à mes semblables humains que je m'adresse, et pour parler de nous tous. Dans La saison de l'ombre, pour ne donner qu'un exemple, je crée une Afrique subsaharienne précoloniale, sa vision du monde et ses usages, pour parler au fond de ce que tous connaissent ou peuvent aisément se représenter. La douleur de perdre un être cher, le besoin de connaître la vérité pour faire son deuil, la nécessité de trouver en soi des ressources pour survivre à l'horreur et se réinventer. Le décor spatial ou temporel dans lequel se déploient les personnages n'est pas le sujet de la narration. Il est choisi par l'écrivain qui trouve là l'instrument adéquat pour mettre en scène les interactions des personnages, examiner des questions qui lui importent ou simplement s'amuser un peu, parce que ça arrive aussi, moi je m'amuse. L'auteur peut aussi souhaiter s'immerger dans une époque, avoir le désir de faire découvrir un milieu particulier, mais c'est toujours à travers le parcours des personnages qu'il y parvient, et ceux-ci vivent une aventure qui échappe à ce cadre. Alors, il ne s'agit pas d'indiquer ici que la culture soit sans importance. En ces temps d'orgueil identitaire boursouflé et de tous côtés, je n'oserais pas. Cependant, la fiction narrative, le roman, requiert la présence de figures humaines qui veulent quelque chose, font quelque chose, auquel il arrive quelque chose. Le vécu humain est la matière essentielle du texte. Il est parfois plus aisé de saisir cela au théâtre, le décor pouvant être éliminé ou modifié, raison pour laquelle les pièces de Shakespeare, par exemple, ont régulièrement fait l'objet de mises en scène africaines. Le drame de jeunes gens éperdus d'amour et dont la félicité est contrariée par de vieilles rancœurs entre leurs familles ne diffère en rien du bonheur entravé de personnes appartenant à des castes différentes en Inde ou à des groupes ethniques distincts en Afrique. On pourrait multiplier les exemples. Dans bien des cas, l'image qui frappe notre esprit comme étant la marque d'une dissemblance absolue et donc d'une frontière au sens de rupture peut simplement évoquer des temps plus tôt révolus chez nous qu'ils ne le furent ailleurs. Mais tous, nous avons connu les invasions, la servitude, les sacrifices humains, la foi dans les forces de la nature, etc.
La littérature, il est vrai, est aussi perçue comme objet de culture, d'influence culturelle, de différenciation identitaire. Les Français le savent bien, qui en font des tonnes avec la littérature française que ne doivent pas corrompre les littératures francophones. Et je me permets un peu de mauvaise foi ici. Je ne pense pas corrompre et je ne suis pas perçu comme ça, mais enfin, que serait-on si on ne pouvait plus taper sur la France? Alors, rassurons-les à ce sujet. Chacun tient à sa peau et désire être au monde dans son corps, dans sa singularité. Ça ne change rien à ce qui vient d'être énoncé. D'ailleurs, les Occidentaux, forçant les frontières de territoires dans lesquels leur présence n'était pas souhaitée, ont fait advenir un monde où les cultures se sont imprégnées les unes des autres, encore plus qu'elles ne l'avaient fait à travers les époques précédentes. Ce brassage s'étant toujours produit, il y a eu toujours de la rencontre entre les peuples. C'est de cette façon que naquirent ces identités que j'ai qualifiées de frontalières, pour signifier qu'elles étaient issues de la rencontre, quelles qu'en avaient été les modalités. Cela a engendré des bizarreries dont je pourrais vous entretenir, étant un auteur de langue française, assez dépourvu de culture littéraire française. En effet, ayant effectué au Cameroun mes classes primaires et secondaires, à une époque où certains pays subsahariens nouvellement indépendants avaient à cœur de propager au moins en leur sein des récits restituant leur histoire immédiate, je n'y fus exposé qu'à peu d'écrivains français. Il y en eut évidemment, mais les subsahariens et les afrodescendants leur damaient le pion. On lisait même des auteurs afro-américains. Plus tard, à l'université, j'étudiais les littératures britanniques, américaines et du Commonwealth, lesquelles formèrent ma pensée et forgèrent mon esthétique, sinon ma sensibilité. Nous sommes nombreux, je pense, à ne pouvoir écrire qu'ainsi, en habitant cette frontière le long de laquelle des univers ne s'étant pas mutuellement choisis ne cessent de se toucher. Et habitants de la frontière, nous avons sans doute plus que d'autres conscience de ce qui, palpitant sous la peau des humains, transcende les appartenances qu'ils se sont données et sur lesquelles ils s'arc-boutent par mauvais temps. Or, une houle s'est levée qui fait que l'on se cramponne à des identités fantasmées, comme pures, essentielles. Elles seraient des forteresses à garder et au sein desquelles s'abritaient d'autres menaçants. Et ceux-ci le deviennent parce qu'ils sont en proie à la même divagation. La littérature, si nous savons en faire bon usage en tant qu'auteur et lecteur, est encore en mesure de nous éveiller. Si nous l'écrivons et la lisons en tenant compte de ce qui vibre sous la peau, nous ne perdrons jamais de vue que la frontière peut être ce qui relie. En tant que telle, recelant les réminiscences de la rencontre et les créations issues de la relation, elle est une force qui nous traverse. Et elle reste cette chair qui, réclamant le contact, est pétrie par lui. Rappelons que ni les circonstances de la rencontre, ni la nature du contact n'ont d'incidence sur cet aspect des choses. Caresser ou asséner un coup, c'est encore toucher. Imprimer dans la mémoire de son propre corps le souvenir de ce rapport avec l'autre. Bien évidemment, ce n'est pas ainsi que nous appréhendons la frontière. L'acception administrative et politique du terme est celle qui prime. Nous ne l'envisageons même pas comme la frontière qui, dans l'imaginaire américain,
parlait d'un lieu transitoire, d'un espace inachevé, d'un horizon toujours à atteindre. Ne nous y méprenons pas. Cette frontière américaine a pu s'entendre comme éminemment politicienne et elle a influencé la géopolitique de ce pays. Cependant, la littérature, qui est notre sujet ce jour, en a aussi fait un mythe, un symbole d'aventure qu'il était possible de s'approprier sans mettre les pieds aux États-Unis, pays dont il a pourtant servi à fonder l'identité. Pour Frederick Jackson Turner, historien américain, qui fut sans doute le premier à proposer une théorie de la frontier, la notion élastique pouvait s'entendre notamment comme le point de rencontre entre le primitif et la civilisation, ou encore comme une forme de société plutôt qu'un endroit. Dans ces éléments de la théorie de Turner, comme dans le fait même que l'on ne puisse vraiment définir frontier, pour faire une petite parenthèse, les frontières qui séparent les pays, en anglais, cela se dit plutôt border. Mais frontier, c'est autre chose. C'est la frontière, mais c'est une frontière d'un type spécifique. Donc, je disais que dans les éléments de la théorie de Turner et dans l'indéfinissable qui est cette frontière, nous retrouvons l'idée de la rencontre et de ce qui en émane, celle d'un territoire rendu fertile par l'impossibilité même de le circonscrire. Il est aisé de comprendre que la littérature et le cinéma s'en soient emparés, alimentant le rêve de grands voyages, mais aussi, ne le nions pas, une idéologie colonialiste, impérialiste. Ce mythe connut d'ailleurs des mutations, se renouvelant sous l'ère JFK pour justifier la conquête spatiale, par exemple, ou la guerre du Vietnam, après laquelle il fit l'objet d'un désamour. L'aventure en tant que conquête devenant alors critiquable. Cependant, comme toutes les fictions que s'inventent les nations pour se consolider et se donner une place particulière dans la conscience du monde, le mythe de la frontière se transforme sans disparaître ni s'écarter tout à fait de ses fondements initiaux. Aujourd'hui, je l'ai souligné il y a peu, la notion de frontière ne renvoie de façon générale à aucune poétique. Elle ne reflète que les cauchemars d'une humanité en déroute. L'Occident, notamment, apeuré par des lendemains qu'entourdissent ses inconséquences, aveuglé par des désirs de domination qui lui permirent souvent de transférer sur d'autres ses vulnérabilités, désigne des indésirables, érige des barrières. Mais nous savons qu'une vie humaine n'ayant besoin d'aucune autre ne se conçoit pas. Alors on voudrait élire ce dont on a besoin, ne convier que ceux qui amélioreraient les performances, surtout dans des domaines matériels, placés au cœur et en tête de tout. N'accueillir que ceux qui préviendraient ou congédieraient la vulnérabilité. En réalité, l'Occident a une conscience dérangeante de sa fragilité, parce qu'il abrite en lui cette région nocturne, cette zone du tremblement commune aux humains. Il en projette au dehors les effets afin de s'en délivrer. On refuse de prendre soin de l'autre comme il serait indiqué pour tout être dans lequel on reconnaîtrait une part de soi-même. On refuse de vivre auprès de l'autre, mais on continue de faire main basse sur les ressources de son territoire sans contrepartie équitable. À vrai dire, il n'est pas très honnête de n'incriminer que l'Occident sur ce point. L'attitude que je viens de décrire est au fond assez bien partagée dans le monde régi par des rivalités de tous ordres qui est le nôtre aujourd'hui.
Donc, les prédateurs sont de toutes sortes. Et c'est encore l'histoire de la rencontre, l'histoire de la relation avec l'Europe en particulier, qui amène une subsaharienne à évoquer d'abord cette partie du monde, à taper d'abord sur l'Europe, parce qu'il y a une intimité de fait. Pour compléter ma pensée ici, et être honnête jusqu'au bout, il ne s'agit pas de nier la nécessité pour un corps donné de se garder de l'action toxique d'un autre. Cependant, dans le domaine politique, il me semble que l'on omet souvent de s'interroger soit sur la part que l'on a dans ces agissements délétères, soit, et c'est probablement plus important, sur la part de nous qui réside en cet autre, sur la négativité dont nous sommes également porteurs. Il importe de le faire, non pas pour s'immoler sur l'autel de la fraternité, mais pour sanctionner de manière juste, pour savoir combattre sans haïr. Il est certain que des romans s'écrivant de nos jours présenteront volontiers cette idée de la frontière comme refouloir. Encore une fois, cela ne pourra être le sujet du texte littéraire en tant que tel. Ce que l'on voudra décrire, c'est ce qu'il advient des humains dans ce contexte. Et nous reviendrons à l'arché, à la nuit des temps. Il faut remonter à la révolution néolithique, 12 000 ans environ avant notre ère, pour trouver les premières démarcations territoriales, celles qui se mirent en place lorsque nos lointains aïeux se sédentarisèrent. Cette période fut aussi celle au cours de laquelle naquirent les conflits armés, celle qui vit les premiers massacres. Mais rien de tout cela ne se produisit en raison de la frontière, que certains surent concevoir comme témoignant de relations fécondes. La cause en fut toujours cette nuit qui, habitant le cœur des humains, trouva simplement dans le tracé des frontières un moyen d'expression privilégié. Peu de textes littéraires choisissant d'aborder la condition humaine en se servant de cette borne archaïque venue du néolithique s'intéresseront à des frontières qui, ayant désormais la fonction que nous venons d'évoquer, ne furent pas dessinées par ceux dont elles reconfigurèrent les géographies physiques et intimes. Je parle ici des limites territoriales issues du partage de l'Afrique entre puissances européennes et qui, dans la vaste région subsaharienne surtout, eurent d'abord pour objet non pas de séparer des nations, mais de déterminer les possessions coloniales que revendiquaient les concepteurs de ce projet. Là encore, s'il fallait composer des textes de fiction prenant prétexte de cet événement historique, l'intérêt ne résiderait pas tant dans ces frontières imposées. Il se rapporterait plutôt à ce qu'elles firent aux groupes humains concernés. Bien que la chose ne soit que rarement présentée comme telle à ma connaissance, le trope de la frontière en tant que barrage, refus de reconnaître son humanité dans celle d'autres, est superbement illustré par la fiction raciale. Devenu un tropisme irrépressible, la racialisation des corps et des imaginaires se saisit de la peau afin de repousser plutôt que de réclamer le contact. Il n'est pas étonnant au regard de ce qui a été exposé au sujet de la peau que celle-ci soit devenue à un moment de la longue histoire de l'humanité le catalyseur de dangereuses élucubrations. Le racisme qui eut et qui a sa mystique, sa science, ses politiques, est une doctrine de la frontière plus comme moyen de discrimination
que de séparation absolue. Même dans le cas du refoulement des indésirables, une relation avec eux est maintenue qui consiste en la manifestation du pouvoir que l'on a d'ouvrir ou non la frontière. Dans un contexte marqué par le racisme, la présence de l'autre est requise. Les souffrances que lui cause le rejet sont indispensables. C'est à travers elles que l'on mesure son importance supposée, sa prétendue supériorité. On le voit avec cette vision sombre entre toutes de la frontière. L'abolition totale du contact n'est pas le projet, encore moins le sujet. Ce qu'il est, c'est la vieille histoire de la domination, du pouvoir. Cela signifie qu'un roman dont la narration se déroule dans un environnement raciste examinera avant tout les questions immémoriales que sont la peur de disparaître, donc de mourir, la haine, qui est un puissant attachement, ou l'oppression, pour ne pas être exhaustif sur ce point. On n'échappe décidément pas à la condition humaine, à ces grands universaux. Pour conclure, et parce que je vois que des gens ont hâte que je conclue, j'ai l'impression, je ne sais pas si je suis à la bourre. Donc pour conclure, disais-je, il ne me semble pas que la littérature, qui est avant tout une manière de faire, une production esthétique et sensible, se donne pour mission d'explorer la frontière. Qu'elle soit comprise comme territoire par excellence de la reconnaissance de l'autre, ou présentée comme bouclier protecteur de nos singularités, la frontière est sans effet sur notre appartenance au genre humain. Elle ne peut être alors que l'instrument employé pour regarder ce que nous faisons entre nous depuis la nuit des temps. La frontière, dans le texte littéraire, parle de la différence, qui peut n'être que de classe sociale ou de genre, de ce que nous avons appris de cette différence, de ce que nous en faisons, de notre capacité ou non à l'inclure dans nos définitions de nous-mêmes. Dans le monde actuel où les technologies, où les nouvelles technologies anéantissent presque les anciennes perceptions de la distance et de l'éloignement, où des univers auparavant insoupçonnés font irruption dans nos vies par le truchement de l'écran d'un petit téléphone, l'autre ne cesse de nous toucher. Et je veux évoquer cela avec un événement plutôt joyeux, puisque nous sommes privés de festivités. Du début à la fin de l'année 2020, Jerusalema, chanson composée et interprétée par la Sud-Africaine Nomcebo Zikode, produite par son compatriote le DJ Master KG, a embrasé la planète entière, devenant un hymne à la vie lorsque se déclencha la pandémie. On ne compte plus les vidéos du Jerusalema Challenge, émanant absolument de partout. Tout le monde a fait la sienne et il faut qu'on fasse notre vidéo de Jerusalema Challenge. Donc des phénomènes de cette nature amèneront sans doute les écrivains à penser autrement à partir de la frontière, afin de donner des expressions nouvelles aux besoins d'entrer en relation qui nous constituent. D'autant que la nécessité de l'accueil, du partage, se fera prégnante avec la raréfaction de certaines ressources, les migrations dues au changement climatique. La maxime « je pense donc je suis » ne sera jamais frappée d'obsolescence. Cependant, sans doute faudra-t-il désormais la compléter par les mots de l'Ubuntu, qui est une philosophie d'Afrique du Sud, philosophie bantou on va dire. Et ces mots sont « je suis parce que nous sommes ». Consacrer ainsi l'idée de la frontière comme lieu de l'association
de l'interdépendance heureuse et avec elle l'inéluctabilité des mutations identitaires. Ce sont aussi les textes littéraires qui pourront baliser ce chemin. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous, Léonora, pour la pertinence de votre exposé et la richesse que vous avez su déployer en ce jour et dans un temps parfaitement respecté. Je vous le rassure. Alors, si vous le voulez bien, à présent, nous allons mettre en place, dans les 10 minutes de temps imparti qu'il nous reste, un échange suite à votre proposition et peut-être une première question que j'aimerais vous proposer. Donc, vous avez bien insisté sur le fait qu'entre ancrage et mobilité, il est clair que la frontière demeure un élément central, à la fois du système territorial, mais également de notre créativité, comme vous l'avez fort bien expliqué. Alors d'un point de vue théorique, j'aimerais convoquer ici Anne-Laure Amila Zari, qui est une spécialiste de géographie politique et qui, elle, justement, définit la frontière comme cette limite, mais comme un lieu de rencontre avec l'autre. Et en tant qu'écrivaine, j'aimerais savoir si vous partagez cet avis, en sachant que vos œuvres, très souvent, semblent justement offrir ce pas de côté que vous nous avez proposé aujourd'hui pour penser, je dirais, autrement le rapport à l'autre. Oui, je serais assez d'accord et je pense que même quand on la pense comme limite, on ne peut la penser comme telle que parce qu'il y a un autre. En réalité, c'est toujours une conversation avec l'autre, la frontière. Ce que nous voudrions, c'est que ce ne soit pas nécessairement une conversation de nature, belliqueuse ou guidée par la détestation, que cela puisse être un autre type de conversation et que, à travers la frontière, nous acceptions notre dépendance à l'autre et cette porosité constante. On a besoin des autres pour vivre. Même pour rouler des mécaniques, tu fais pas ça tout seul dans ton coin. Hein. Il faut que quelqu'un te regarde rouler des mécaniques et être puissant pour que ça veuille dire quelque chose, la puissance. Donc on est toujours là-dedans. Et évidemment, pour les personnes comme moi qui ont très conscience de toutes les cultures qui se sont rencontrées pour fabriquer leur sensibilité, j'ai plutôt à cœur de proposer ce regard-là de la frontière qui inclut toujours la présence de l'autre et qui l'inclut de manière positive. Ça ne veut pas dire que j'écrive des textes rieurs, mais je n'écris jamais rien en me disant que ça n'appartient pas à tous. Même quand je raconte quelque chose de très spécifique, je sais que ça appartient à l'expérience humaine globale. Et je peux toujours le prouver. Je peux toujours le prouver. À mon tour de vous poser une question et de vous remercier pour cet exposé extrêmement riche, avec à la fois la sensibilité, vous aviez commencé par la peau, et pour ensuite aborder tout un ensemble de choses. Alors j'avais aussi cette question sur la frontière mobile, que ma collègue m'a enlevée, mais j'ai une autre question aussi sur les questions identitaires. Donc il y a cette fusion, il y a cette rencontre, le nous qui le prend sur le jeu, enfin vous l'avez dit bien mieux, ces histoires de domination aussi, et cette histoire que la frontière jusqu'où au risque de se perdre, si je puis dire, puisqu'on part avec une identité, on est dans cette rencontre, jusqu'à quel point peut-on aller créer quelque chose de nouveau ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rencontrer l'autre sans se dénaturer ? Oui, exactement. Mais je pense que nous en sommes tous ici la preuve vivante, non ? On peut interroger chacun de nous ici nos vécus pour répondre à cette question. Je pense que en fait, ce dont vous parlez, c'est de quelque chose qui va au-delà de la rencontre. Hein, c'est-à-dire que vous ne parlez plus de personnes qui
sont, comme nous le sommes peut-être les uns et les autres ici, porteurs d'une culture qui peut aller, je ne sais pas, peut-être en voyageant, rencontrer une autre culture et puis adopter des éléments de cette culture ou proposer aussi à cette autre culture des éléments de la nôtre. Ce dont vous parlez, c'est peut-être, parce que là dans ce type de relation, il n'y a pas de possibilité de se perdre. Ce dont vous parlez, qui est peut-être un peu compliqué à saisir pour certains, c'est le fait d'être vraiment constitué profondément de cultures qui sont perçues comme fondamentalement différentes, voire opposées. Et même là, je pense qu'il est... il est possible d'apaiser cela à l'intérieur de soi en choisissant le meilleur des deux mondes auxquels on appartient et de se penser comme un troisième terme qui serait donc un peu médiateur. D'ailleurs, c'est toute la réflexion que je mène dans Afropéa. Comment ne pas souffrir de, entre guillemets, une identité hybride qui peut être vécue comme inconfortable. Moi, je pense que tous ces problèmes-là se résolvent très bien si on garde toujours à l'esprit que, au fond, nous sommes la même humanité et qu'on a un destin commun et qu'on ne peut pas penser sa propre vie sans se soucier de celle des autres. Donc, mais je ne vois pas dans la rencontre de possibilité de se perdre, je ne vois pas dans l'échange culturel de possibilité de se perdre. Alors j'aimerais peut-être revenir à présent sur une dimension plus littéraire en tout cas. Vous avez évoqué ces fameuses identités frontalières dans le cadre de votre prestation et j'aimerais savoir et que vous avez mis en scène, je pense à Tel désastre éteint par exemple, si pour vous la littérature elle peut constituer une exhortation à un travail de mémoire également. Alors, si l'auteur est prétentieux, il dira oui. Il m'arrive de l'être, mais je ne le serai pas aujourd'hui, puisque j'ai déjà un petit peu de pratique. Et ce que je constate, c'est que le lecteur fait pas exactement ce qu'il veut du livre, mais il en fait ce dont il a besoin. Le livre va répondre à quelque chose qui lui est à lui intime et particulier, on ne peut pas jouer là-dessus. Donc l'auteur peut avoir cette ambition, mais en réalité, il y aura autant d'appropriation de son livre qu'il y aura de lecteurs et on ne pourra pas l'empêcher. Je crois que si on veut vraiment avoir un impact très concret, si on veut être sûr d'avoir un impact concret sur le réel, il faut peut-être s'engager autrement. La littérature, elle parle à d'autres endroits de nos intimités. Elle est pas toujours lue avec cette perception politique. Merci à vous. Alors nous allons essayer de respecter notre timing en tout cas. Mais on pourrait peut-être une dernière question. Oui. Oui. Que je peux laisser à mon collègue ou pas? Comme tu veux. C'est Grégory qui veut me poser une question ou vous, Carole? Une question, remarque. Enfin, moi, je suis extrêmement séduit aussi par cette idée que finalement la littérature permet d'aller au-delà de ces grands mythes nationaux. Donc ici, on est vraiment à proximité de ces frontières. Il y a un roman national français, enfin roman au sens allégorique, un roman national allemand et encore qui est décliné en Länder, oui. Etc. Et c'est vrai, je ressens vraiment ce besoin d'ouverture sans esprit revanchard dans cet accueil de l'autre, dans sa différence. Enfin, voilà, donc c'est juste ce que ça m'inspire. Mais peut-être que quelqu'un comme moi n'a tout simplement pas d'autre choix que de voir les choses comme je les ai présentées, puisque nous, les Africains subsahariens, on arrive dans cet univers du roman, pas de la fiction. Parce que tous les peuples ont des fictions, tous les peuples ont des histoires qu'ils racontent. Mais le roman est une forme européenne. Alors, s'il s'agissait
d'entrer nécessairement en conflit avec ce qui vient d'ailleurs, avec ce qui est de l'autre. Comment ferait-on? Comment ferait-on? Puisque nous écrivons à la fois des romans, mais nous les écrivons en plus dans des langues qui, elles aussi, souvent nous sont venues d'ailleurs. Et donc, je pense que ça nous met exactement au bon endroit. Donc, pour dire qu'on ne se perd pas parce qu'on a rencontré, et pour dire aussi qu'on peut tout à fait adopter quelque chose qui nous est venu d'ailleurs pour partager justement ce qu'on est. Et je pense que les auteurs allemands ou les auteurs français, même si on a inscrit leurs œuvres dans un corpus national, ils ont lu des auteurs du monde entier. Chaque fois qu'ils l'ont pu, ils sont aussi traversés par les voies d'autres littératures. Je pense que les auteurs français ont lu des Italiens, des Russes, des Allemands. Ils ont tous lu Shakespeare. Voilà, donc on est tous dans le monde. Et c'est pas les auteurs qui ont décidé qu'il fallait qu'il y ait un corpus national. Les auteurs savent bien, parce qu'ils sont des artistes, qu'ils sont imprégnés par des voix qui leur viennent de loin. Et c'est pareil pour tous. Merci Léonora. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de continuer cette discussion, en tout cas fort pertinente, peut-être au moment de la remise du prix, qui sait-on. Mais en tout cas, on aura l'occasion. On aura l'occasion, c'est certain. C'est un partenariat sur le long terme, donc nous sommes amenés à nous revoir. Alors après cet échange riche et varié sur la question de la frontière, nous allons revenir sur la mise en œuvre du prix littéraire et nous souhaitons évoquer notamment un rouage important de ce dispositif, qui est le comité de sélection réunissant à la fois des professionnels du livre et de la recherche et qui a eu la lourde tâche d'identifier les 10 œuvres littéraires de cette première édition. Vous les voyez à l'écran. Ouais. À présent, en tant que présidente du jury, en duo avec l'écrivain Michel Bussy, j'ai l'honneur de vous présenter les membres du jury. Enfin Alors, ils viennent de 4 pays différents au sein de la grande région, ainsi que d'horizons professionnels issus principalement du monde de la culture, de la recherche et du journalisme. Pourtant, ils partagent toutes et tous la même passion pour la littérature contemporaine. Sans plus attendre, découvrez nos 20 membres du jury. Enfin, il est temps de vous dévoiler les 10 ouvrages sélectionnés pour le prix littéraire.
Afin de poursuivre avec nous l'aventure qu'est ce prix littéraire, nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 juin à 14h au festival Le Livre à Metz, littérature et journalisme. Le prix du meilleur ouvrage 2021 sera donc décerné et nous l'espérons en votre présence, Léonora. On fera tout pour ça, on ira voir la sorcière, je l'ai dit. On mettra tous les moyens de notre côté. Nous espérons bien évidemment que les conditions sanitaires seront favorables afin d'immortaliser in situ, espérons-le, la remise de cette première édition. Oui, et de manger du fromage. Voilà. C'est mon obsession depuis quelque temps. Alors, nous clôturons à présent cette manifestation en remerciant en premier lieu Léonora Miano de sa présence, mais également nos partenaires et toutes les équipes techniques de l'Université de Lorraine mobilisées pour la réalisation de ce direct. Enfin, nous tenons à remercier le public qui nous a suivis nombreux ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.